Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette vidéo pour une séance de correction d'exercice sur la partie échantillonnage. On parle d'échantillonnage aléatoire, c'est-à-dire que l'on a une population qui est connue, sur laquelle on a des données. Donc ça c'est le démarrage de tout type d'exercice ici et dans les énoncés. Et à partir de ça, on se demande comment devrait se comporter un certain nombre d'échantillons tirés aléatoirement. On a des résultats là-dessus, j'en profite pour le rappeler, qui sont que, par exemple, les moyennes d'échantillons se distribuent selon une loi normale autour de la moyenne de la population, et c'est vrai aussi pour des proportions que l'on voudrait donner dans les échantillons ou estimer dans les échantillons. Alors prenons cet exercice où on a un cas tout à fait abstrait, où on nous donne une population qui elle-même est distribuée suivant une loi normale, moyenne 120, écart type 40. On prélève des EAS, des échantillons aléatoires simples, de taille n égale 10 et n égale 50. Et on nous demande quelle loi suit la distribution d'échantillonnage des moyennes des échantillons de taille 10 ou 50 justement. Et on a directement accès à des formules qui vont nous permettre de parler de cette distribution d'échantillonnage. Alors d'abord, j'appelle x la variable valeur d'un individu quelconque dans la population, donc la fameuse variable qui est moyennée sur 120 avec un écart type de 40. À ce moment-là, la variable x bar désigne la valeur moyenne d'un échantillon quelconque de n individus. Donc c'est même ce qu'on peut appeler la variable moyenne relevée sur des échantillons de n individus. Le formulaire m'indique que la loi de x bar est cette loi normale-là en EAS, ou cette loi normale où l'écart type doit être corrigé avec un coefficient si on est en échantillonnage exhaustif en particulier. Donc l'idée de cette double formule, j'en profite pour en parler dans ce premier exercice, c'est de dire, ben voilà, soit on est en échantillonnage aléatoire simple, c'est le tirage avec remise et avec ordre, donc celui qui autorise le plus d'échantillons possible. Et à ce moment-là, on a une loi normale décrite simplement à partir des caractéristiques de la population, mu et sigma. Donc cette loi normale, bien sûr, qui nous parle de la distribution des x bars. Ou alors, on est en échantillonnage exhaustif, c'est-à-dire qu'on effectue un tirage sans remise. Donc sans remise et sans tenir compte de l'ordre pour aller dans le détail, mais le plus important pour nous est de regarder si le tirage est sans remise ou avec remise. Et à ce moment-là, on a cette deuxième loi normale. Sauf que, même en échantillonnage exhaustif, si jamais grand N est supérieur à 20 petit n, on peut utiliser les formules de l'EAS, qui sont donc plus simples, en ne perdant pas trop en précision, en ayant une bonne approximation de la réalité. C'est exactement le même critère qui nous permet de passer d'une loi hypergéométrique à une loi binomiale, ce qu'on a pu voir au début du chapitre. Alors ici, de toute façon, dans l'énoncé, on nous précise que nous sommes en EAS, donc on va sélectionner la première formule sur les deux, ce qui signifie qu'on va créer des lois normales 120, 40 sur racine de n, donc pour n égale 10, ça va nous donner un écart type de 12,65, et pour n égale 50, 5,657. Représenter schématiquement ces deux distributions de moyenne sur un même graphique. Alors là, l'idée, c'est de montrer comment se comportent l'une par rapport à l'autre deux courbes de loi normale qui sont centrées sur la même moyenne mais qui ont des écarts types différents. Que l'on soit en échantillonnage ou pas, l'idée c'était ça. Donc ici, on a une loi normale dont l'écart type est supérieur à la seconde. Un écart type supérieur signifie que la courbe va être plus étalée, plus évasée horizontalement, mais comme chaque courbe couvre une probabilité de 100%, l'aire sous une courbe de loi normale a toujours la même valeur, quelle que soit la loi normale. Donc, ça signifie que, et là j'affiche le graphique, si on a pour la courbe rouge un écart type plus élevé que pour la courbe bleue, ça veut dire que le pic de la courbe bleue est plus élevé que celui de la courbe rouge, la surface totale couverte par chaque courbe restant identique. Quelle est la probabilité pour qu'un échantillon de taille 10, donc nous sommes sur la courbe rouge, ait une moyenne supérieure à 130? Alors on voit que si on matérialise donc l'abscisse 130 ici sur notre graphique, on a une probabilité qui est non négligeable de se trouver entre 130 et plus l'infini. Bon, quoi qu'il en soit, on fait une demande à sa calculatrice avec la loi N 120 1265 pour l'intervalle 130 plus l'infini.
Voilà. Et pour n égale 50, puisque je vais l'évaluer aussi, on aura aussi une probabilité calculable, mais on voit bien sur le deuxième graphique avec la courbe bleue, enfin sur la deuxième courbe, qu'on aura une probabilité bien moindre. Alors, pour probabilité de x bar supérieure à 130 avec n égale 10, nous avons une probabilité de 21,46%. Même question pour un échantillon de taille 50. Cette fois-ci, en modifiant donc le paramètre écart type, on n'a plus que 3,8% de probabilité. Donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion ici, c'est que lorsqu'un échantillon est plus grand, il est plus difficile pour l'échantillon de montrer une moyenne très différente de la moyenne de la population qui, elle, est 120, donc qui se trouve en plein centre de ce graphique. C'est-à-dire qu'il est plus facile pour un grand échantillon de montrer un résultat qui ressemble plus ou qui est plus proche de celui de la population. Donc on dira que plus un échantillon est grand, plus il a de chances d'être représentatif d'une population. Alors, il ne sera pas forcément systématiquement plus représentatif, mais il a plus de chances de l'être. Deuxième question dans l'exercice, mais indépendante de la première, on va parler proportion ici. Dans la population mondiale, on a compté environ 3,38 milliards de femmes contre 3,12 milliards d'hommes. Données fictives. P est la variable aléatoire donnant la proportion de femmes dans les échantillons de taille 100 personnes. Donc on a des données sur la population. On nous dit ensuite qu'on va s'intéresser à des proportions, et en particulier proportions de femmes, et on nous donne des tailles d'échantillons. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour donner la loi de probabilité de P. Le formulaire nous dit, si nous sommes en EAS ou si grand N est supérieur à 20 petit n, voici la loi normale à employer, avec une valeur pi qui sera connue puisque c'est la proportion de femmes dans la population. Et puis si on est en échantillonnage exhaustif et grand N inférieur à 20 petit n, il faudra utiliser cette formule modifiée. Ici, on ne sait pas a priori si on est en échantillonnage aléatoire simple ou en échantillonnage exhaustif, la différence entre les deux étant le tirage avec remise ou sans remise. Mais lorsqu'on choisit un échantillon de 100 personnes, a priori, on ne va pas prendre deux fois la même personne. Donc nous sommes dans un tirage sans remise et donc dans un échantillonnage exhaustif. Donc nous partons a priori sur la formule de droite, mais on peut considérer évidemment que grand N est supérieur à 20 petit n. Qu'est-ce que c'est 20 petit n? C'est 20 fois la taille de l'échantillon, donc c'est 2000 personnes, alors que grand N est la taille de la population, ce qui, une fois que j'ai additionné, me donne 6 milliards et demi de personnes. Donc évidemment ici, grand N est supérieur à 20 petit n, et je peux me rabattre sur la loi normale de gauche. La proportion de femmes dans le monde, eh bien c'est 3,38 milliards divisé par 6,5 milliards, ça nous donne 0,52. On peut l'écrire 52% bien sûr, mais employer la notation décimale dans la formule en dessous sera plus simple. Donc je finis mes calculs et je m'aperçois que pour des échantillons de 100 personnes, la proportion de femmes qu'on va rencontrer est distribuée suivant une loi normale moyennée sur 52%, donc la proportion dans la population, avec un écart type qui vaut, à peu de choses près, 5%. Ça signifie en particulier que en reportant cet écart type autour de la moyenne, donc 52% plus ou moins 5%, on va de 47 à 57%. S'agissant d'une loi normale, 68,3% des échantillons présenteront entre 47 et 57% de femmes. Quelle est la probabilité que parmi 100 personnes, il y ait plus d'hommes que de femmes? Donc, on a la loi suivie par la proportion de femmes, donc il faut traduire cette question en valeur de proportion de femmes. S'il y a plus d'hommes que de femmes, c'est que la proportion de femmes est inférieure à 50%, et donc on cherche la probabilité que grand P soit inférieur à 0,5, dans la loi N 0,52, 0,05. En faisant cette demande à la calculatrice, on aboutit à 0,3445. Donc il y a 34,45% de chances qu'un échantillon de 100 personnes contienne plus d'hommes que de femmes. Autrement dit, 34,45% des échantillons de 100 personnes que l'on pourrait former dans le monde contiendraient plus d'hommes que de femmes. On change d'exercice, on part sur une production cette fois-ci. Une usine fabrique des ampoules LED et affirme que la durée de vie d'une ampoule est une variable aléatoire normale de moyenne 60 000 heures et d'écart type 10 000 heures.
Voilà, donc on nous donne une durée de vie d'une ampoule LED. Évidemment, d'une ampoule à l'autre, il y a une petite variabilité, et donc c'est simulé par cet écart type. Calculer la probabilité pour que dans un échantillon aléatoire simple de 100 ampoules, la durée de vie moyenne des ampoules dépasse 62 000 heures. Donc là encore, hein, il ne faut pas confondre l'individu et donc sa valeur, et puis la moyenne d'un échantillon d'individus. Donc on va être bien clair sur le nom des variables. J'appelle x la durée de vie d'une ampoule, et voici la loi suivie par x, n 70. J'ai simplifié mes valeurs, hein, je parle en milliers d'heures. Et puis pour x bar, qui est la durée de vie moyenne de 100 ampoules, eh bien il va falloir utiliser les résultats de distribution d'échantillonnage des moyennes, ceux auxquels on a accès ici. Encore une fois, on ne sait pas trop si on est en échantillonnage aléatoire simple ou en échantillonnage exhaustif a priori, mais on ne connaît pas la quantité totale d'ampoules produites. Donc grand N est inconnu ici. Donc on aura beaucoup de mal à utiliser la formule de droite. Donc on va devoir faire l'hypothèse que la taille de la production totale est supérieure à 20 fois la taille de l'échantillon, c'est-à-dire à 2000. On peut supposer raisonnable l'hypothèse que la production totale est de plus de 2000 ampoules. Donc on va utiliser la formule de gauche, et pour x bar, durée de vie moyenne de 100 ampoules, on aura la loi normale n 60, 10 sur racine de 100, donc n 61 en milliers d'heures. Moyenne 60 000 heures, écart type 1000 heures. Dans ce cadre-là, la question posée est quelle est la probabilité pour que la durée de vie moyenne dépasse 62 000 heures. Donc on se pose la question de P de x supérieur à 62 dans la loi n 61. Alors x bar bien sûr, hein, je crois que j'ai dit x. Et ici, donc la calculatrice nous renvoie le résultat 0,0228. Donc on a assez peu de chance, 2,28% de chance. Cette fois-ci, nous allons parler d'un candidat et d'élection. Un candidat a obtenu 55% des suffrages exprimés à une élection. Quelle est la probabilité qu'il ait eu, dans un échantillon de 100 personnes, moins de 50% des voix? Donc imaginons qu'on décide d'interroger un échantillon de 100 personnes. Peut-être que dans cet échantillon, le candidat n'a pas eu la majorité, mais on est tombé sur un échantillon qui n'est pas très représentatif de la population, donc c'est la question posée. Donc là, on n'est clairement pas sur un exercice qui nous parle de moyenne et d'écart type, mais on est sur un exercice qui nous parle de proportion. 55%, c'est la proportion relevée dans la population, donc c'est la lettre pi. Et grâce à la valeur de pi, on va pouvoir en déduire la distribution des proportions p que l'on risque de trouver dans des échantillons de 100 personnes avec petit n égale 100. Encore une fois, comme on ne connaît pas la taille de la population, on va devoir supposer qu'elle est supérieure à 20 petit n, c'est-à-dire à 2000 personnes. Ce qui, encore une fois, n'est pas une hypothèse absurde. Donc, j'utilise ma formule de gauche pour parler de la loi normale de distribution des proportions dans les échantillons de taille 100, et je trouve une moyenne évidemment à 55%, moyennée sur celle de la population, avec un écart type qui est très légèrement inférieur à 5%. Et dans cette loi normale, la probabilité que la proportion de ce candidat soit inférieure à 50%, donc P de P inférieur à 0,5, après demande sur la calculette, est égale à 0,1574. Donc il y a 15,74% de chance de tomber sur un échantillon où le candidat n'a pas la majorité, si on a un échantillon de 100 personnes. On peut s'apercevoir, en se basant sur cette même formule, que si on augmente la taille de l'échantillon, on va réduire la valeur de l'écart type de la variable P, et donc on va avoir une courbe de loi normale beaucoup plus resserrée autour de la valeur de la population, avec une probabilité de s'en écarter qui est de plus en plus faible. Voilà, plus l'échantillon est grand, encore une fois, et plus il a des chances de ressembler à ce que donne la population, ici en termes de proportion. Du coup, je pose la question, même question pour un échantillon de 2000 personnes, et on refait le calcul. Seul change la valeur petit n, on reprend évidemment la même formule, et cette fois-ci on a un écart type qui ne vaut plus 0,04975 mais 0,01112. L'échantillon a été divisé par presque 5, l'écart type, excusez-moi, et dans cette nouvelle loi normale, la probabilité d'être inférieure à 0,5 devient ridiculement faible. Donc nous avons à peu près 3 chances sur 1 million.
Alors, la question 3 est la seule question concrète de l'exercice, et enfin on a une question concrète. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive que maintenant à une question concrète? Parce qu'elles sont plus difficiles à traiter que les autres. Combien de personnes faut-il interroger pour que la probabilité que moins de 50% d'entre elles aient voté pour lui passe en dessous de 1%? Donc, si je compare ça aux questions précédentes, revenons vite fait sur les questions précédentes. euh, Lorsque dans le monde réel, on sait qu'un candidat a obtenu 55% des suffrages exprimés, on ne décide pas d'abord de la taille de l'échantillon à interroger, pour ensuite s'apercevoir qu'on a pris un risque trop grand de tomber sur un échantillon non représentatif de la population. 100 personnes, manifestement c'est trop faible, le risque de tomber sur un échantillon non représentatif est de 15%. Si on décidait d'interroger 2000 personnes, on s'apercevrait que le risque est réduit à pratiquement zéro. Donc c'est très bien, mais ça coûte cher d'interroger 2000 personnes. Donc la question concrète qui se pose est: combien de personnes est-ce qu'il faudrait interroger pour que ce risque se limite à 1%? C'est-à-dire qu'on sélectionne dans la réalité un seuil de risque étant jugé acceptable, et à partir de là, on se demande quelle serait la taille de l'échantillon à interroger pour que cette probabilité soit à peu près comme celle-là. Et donc là, on a plusieurs façons de faire. Soit on peut créer une fonction sur la calculatrice pour laquelle on calcule P de P inférieur à 0,5 avec toute une série de valeurs de n différentes, et pas seulement pour les valeurs 100 et 2000, et on verrait évoluer cette probabilité que le candidat dans l'échantillon n'ait pas 50% des voix. Ou alors on peut tenter la résolution manuellement, ce qui est permis grâce à la loi normale, en utilisant et donc en basculant vers la loi normale centrée réduite, pour laquelle on a une table de probabilité calculée. Donc ici, je vais mettre en parallèle la loi sur laquelle nous nous trouvons par rapport à la variable P. Nous avons une moyenne pour cette loi normale à 0,55, 55%, c'est la valeur pi de la population. Mais par contre, nous ne connaissons pas l'écart type de notre variable, puisque l'écart type dépend de la taille de l'échantillon. Or, nous ne connaissons pas encore la taille de l'échantillon. Par contre, en parallèle, nous savons très bien quelle est l'échelle qui correspond à la variable u de loi normale centrée réduite. Donc si on est sur la loi N01, la loi normale centrée réduite, écart type 1, alors cette échelle va de 1 en 1, dans les positifs, dans les négatifs, et elle correspond à partir de la moyenne, une addition d'un écart type, de deux écarts types, ou une soustraction d'un écart type, de deux écarts types. Bon, très bien. Et on a une correspondance finalement entre les axes d'une variable P qui suit une certaine loi normale, avec la variable U qui suit la loi normale centrée réduite. Ce qui est bien, c'est que si on fait une correspondance grâce à cet axe intermédiaire, eh bien la courbe des deux lois a exactement les mêmes dimensions. Seule l'échelle verticale va changer. Ici, j'ai des valeurs verticales de loi normale centrée réduite, mais on va dire peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle zone il faudrait que je me trouve pour faire partie des 1% de valeurs jugées trop faibles. Ici, qu'est-ce que c'est une valeur jugée trop faible? C'est une proportion trouvée dans un échantillon inférieure à 50%. Pour la loi normale centrée réduite, on sait déjà à l'avance que la zone qui représente 1% de probabilité à gauche est bordée par la valeur moins 2,33 dans l'échelle de la variable u. Comment est-ce qu'on le sait? En regardant sur la table de la loi normale centrée réduite. De plus, j'ai une formule de changement de variable qui me permet de passer d'une valeur sur un axe à la valeur correspondante sur l'autre axe, dans les deux sens. Donc une formule qui établit la relation entre une valeur u et une valeur p, qui est que u égale p moins moyenne sur écart type. Je parle bien sûr de la moyenne et de l'écart type, de la loi de la variable en question. Je sais déjà que la moyenne vaut ici 0,55. L'écart type, lui, n'est pas connu. Donc, nous allons, je viens d'afficher ce que j'ai expliqué juste avant sur la valeur moins 2,33. Pour vous en convaincre, vous regarderez sur la table de la loi normale centrée réduite. Donc j'écris la formule générale du changement de variable
adapté à mon exercice, sachant donc en plus que pi vaut 0,55. Ici, j'ai la racine carrée de pi fois 1 moins pi sur n, qui est l'écart type de ma loi normale. La seule inconnue finalement là-dedans, c'est n, parce que j'ai trouvé que la valeur de u correspondant à 1% à gauche valait moins de 33, que la valeur p qui m'intéressait de toute façon était 0,5, c'est dans la question, et que pi donc valait 0,55, c'est la moyenne. Et donc, si je veux être dans cette zone de 1%, donc si je veux passer en dessous des 1%, il faut que ma valeur u devienne inférieure à moins de 33. Autrement dit, le calcul qui est fait au niveau du changement de variable doit donner un résultat inférieur à moins de 33. Je pourrais partir sur l'égalité pour résoudre une équation, je peux tout aussi bien résoudre une inéquation. Et donc je vais manipuler mes expressions. Moins 0,05, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien c'est la valeur p moins pi, hein, en fait, 0,5 moins 0,55, résultat moins 0,05. Je divise par moins de 33, je multiplie tout par cette racine carrée que je fais donc passer dans l'autre membre, et mon inéquation devient celle-ci. Ensuite, je continue, j'inverse mes écritures, et je finis par trouver la racine carrée de n, que je finis par calculer, et en passant au carré, je trouve que n doit être supérieur à 537,46. Alors bien entendu, cette résolution manuelle, comme je vous le disais juste avant, n'est pas la seule solution. Vous pouvez tout à fait créer une fonction sur la calculatrice. On aura l'occasion de revoir ça en séance. Mais si vous visionnez cette vidéo et que vous vous posez la question, je me ferai un plaisir de vous répondre d'une manière aussi détaillée que possible en commentaire. Donc voilà, on a déterminé par le calcul qu'il fallait interroger au moins 538 personnes pour que la probabilité qu'au moins de 50% d'entre elles aient voté pour ce candidat passe en dessous de 1%. Et donc ce fameux risque de tomber sur un échantillon pas très représentatif de la population. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe dans la réalité. En fixant un seuil de risque pour que quelque chose ne se produise pas, en tout cas avec un risque minimum, on se demande quelle est la taille de l'échantillon qu'il faut prévoir. Donc ça détermine le volume de l'étude. Alors, passons à un autre exercice. Dans une région, pendant la période estivale, on admet que le nombre de touristes présents dans une journée suit une loi normale de moyenne 50 000 et d'écart type 8 000. Donc un nombre de touristes journalier qui est variable. La préfecture estime que le tourisme est gérable lorsque la probabilité d'accueillir moins de 55 000 personnes dans une journée dépasse 70%. Autrement dit, lorsque dans plus de 70% des journées, on a moins de 55 000 touristes. Est-ce le cas? Bon, bah, vous avez une loi normale dont vous connaissez la moyenne et l'écart type, et on vous demande quelle est la probabilité que votre variable soit inférieure à 55 000. Donc il suffit de faire une demande directe à votre calculatrice, vous trouvez 0,73, et donc ça dépasse 70%, donc c'est le cas, effectivement. Maintenant, la préfecture souhaite réfléchir sur la base d'échantillons de 10 journées de vacances. Très bien, donc on regroupe une période de vacances en un bloc de 10 jours, chaque jour comptant un nombre de touristes aléatoire dans cette loi donnée au départ. Évidemment, on va s'intéresser au nombre moyen de touristes sur cet ensemble de 10 jours. Donc on parle d'une distribution d'échantillonnage des moyennes avec une taille d'échantillon qui vaut 10, ça sera notre valeur petite. Et on va raisonner toujours en EAS dans la mesure où on ne connaît pas grand N et où on aurait beaucoup de mal à utiliser l'échantillonnage exhaustif. Voilà, donc on va considérer qu'on a, comment dire, une indépendance du nombre de touristes d'un jour sur l'autre. C'est pas forcément vrai dans la pratique, mais enfin ici c'est le moins pire qu'on puisse supposer, et que donc on est dans un échantillonnage aléatoire simple et que chaque jour n'est pas influencé par le précédent ou le suivant par rapport à son nombre de touristes. Ça correspond à un tirage avec remise, certes, mais on peut difficilement parler de tirage ici quand on parle de jours de vacances. Donc de toute façon, vous voyez que dans un exercice, vous ne connaissez pas la valeur grand N, taille de la population. Ici, ça serait le nombre total de jours considérés à partir desquels on pioche 10 jours au hasard. Ça serait un peu spécial de réfléchir comme ça dans cet exercice, donc vous prenez la formule simplifiée.
Donc on a une loi normale qui nous parle de la distribution du nombre moyen de vacanciers par jour pendant 10 jours. Moyenne 50 000 vacanciers, écart type 2530. Et donc quelle est la probabilité que sur 10 jours ce nombre soit inférieur à 55 000? Cette fois-ci, on a une probabilité très forte. On n'est plus sur 73%, mais sur 97,59%. Un test de QI maintenant, une population contenant de nombreux individus passe un test de QI. Les résultats forment une variable aléatoire x normale de moyenne mu égale 102 et d'écart type sigma égale 15. Le test de QI présente un résultat qui va être un nombre entier. Donc attention, on n'est pas sur une vraie variable continue cette fois-ci, mais les différents résultats sont en suffisamment grand nombre. On imagine entre 70 et 130, voilà, quelque chose comme ça. Donc le diagramme en barre qui en résulte représente suffisamment de barres pour que la situation soit modélisée à peu près efficacement par une loi normale, de moyenne 102 et d'écart type 15. Alors ça veut dire en particulier, si je me fie à des résultats de loi normale, qu'il y a environ 68% de chances de trouver quelqu'un qui a un QI entre 102-15 et 102+15, par exemple. Bon, quelle est la probabilité pour qu'un individu pris au hasard ait un QI inférieur à 100? Et donc là, je répète dans la question, attention, le QI d'un individu est une variable discrète, qui ne peut prendre que des valeurs entières. Donc ça veut dire que pour une loi normale, il va falloir qu'on raisonne par bande. Par exemple, un QI égal à 100, pour la loi normale, c'est un QI qui correspond à l'intervalle 99,5-100,5. Et donc avoir un QI inférieur à 100, ça veut dire avoir pour la loi normale une valeur comprise entre moins l'infini et 99,5. Donc on va faire cette demande à la calculatrice et on va trouver 0,4338. On veut analyser les résultats de quelques échantillons de cette population. Donc là on passe à de l'échantillonnage. Pour cela on formera des groupes de 20 individus choisis par échantillonnage aléatoire simple. On calculera le QI moyen de chaque groupe. Donc on parle de distribution d'échantillonnage des moyennes. Donner les paramètres de la loi normale selon laquelle se distribuent les QI moyens de tous les échantillons possibles de taille 20. On est en EAS, on nous le dit clairement dans la question, donc on va prendre mu, 102, et sigma sur racine de n, 15 sur racine de 20, donc l'écart type du QI moyen de 20 individus, c'est 3,35 points. Quelle est la probabilité que pour notre groupe sélectionné, que notre groupe sélectionné ait un QI moyen inférieur à 100? Cette fois-ci, le QI moyen de plusieurs individus peut être un nombre décimal. Donc c'est ce que je dis entre parenthèses, attention, cette fois-ci on peut le considérer comme une variable réelle. Un QI moyen inférieur à 100, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur ou égal à 99. Il pourrait très bien être égal à 99,8. Donc l'intervalle qu'on va donner pour notre loi normale cette fois-ci, c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 100. Donc on va faire cette demande à la calculatrice et on va trouver 0,2755. Si vous prenez 20 personnes, il y a 27,55% de chance pour que le QI moyen de ce groupe soit inférieur à 100. Au lieu de 20, combien d'individus faudrait-il choisir au hasard pour avoir moins de 5% de risque que le QI moyen soit en dessous de 100? Donc là, c'est la même question, le même type de question que la dernière question de l'exercice précédent, où on se fixait un objectif en termes de seuil de risque et on se demandait quelle était la taille de l'échantillon à prévoir. Encore une fois, on peut créer une fonction sur la calculatrice où on envisage toute une série de tailles d'échantillons différentes, et puis en valeur de la fonction, la probabilité que x bar soit inférieur à 100. Et on voit évoluer cette probabilité en fonction de la taille d'échantillon, et donc on arrive à trouver justement notre taille d'échantillon qui correspond à une probabilité de moins de 5%. Ici, je vais représenter ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche manuelle, où je sais très bien ce qui se passe en loi normale centrée réduite, et je traduis ça pour la variable x bar qui nous occupe ici. Donc on a une variable dont la moyenne vaut 102, dont l'écart type vaut 15 sur racine de n, il y a une inconnue dans l'écart type, donc c'est comme précédemment en fait, et je sais très bien la mettre en relation avec la variable u de loi normale centrée réduite, dans laquelle je sais en outre que descendre en dessous de moins 1,645 nous fait passer dans la zone qui contient les 5% des valeurs les plus faibles.
Et donc ça correspondrait dans l'axe des x bars à une valeur inférieure à 100. Donc je mets tout ça en correspondance et j'utilise ma formule de changement de variable qui me dit U est égal à x bar moins sa moyenne, donc ça sera 102, le tout divisé par son écart type, donc 15 sur racine de n. Formule que j'ai traduite directement ici à droite. Mais je sais aussi que les valeurs U et x bar qui m'intéressent et qui se correspondent sont moins 1,645 et 100. Donc j'en déduis une équation que je résous, je ne vais pas faire le détail, je vous laisserai mettre pause et regarder si vous le souhaitez. J'en déduis que la racine carrée de n doit être supérieure à 12,33 et en passant au carré que n doit être supérieur à 152,21. Donc il faut choisir au moins 153 personnes. À partir d'un échantillon d'au moins 153 personnes, le risque que le QI moyen de l'échantillon soit en dessous de 100 devient lui-même inférieur à 5%. Quelle est la proportion d'individus de la population dont le QI est inférieur à 100? Alors là, il faudrait revenir sur la première question de l'exercice, où on nous a demandé quelle est la probabilité qu'un individu ait un QI inférieur à 100. On l'a déjà calculé, on avait trouvé 0,4338, et donc ça devient la proportion dans la population. Si vous regardez bien, vous examinez bien les deux questions et les deux réponses donc identiques, vous pouvez faire une équivalence entre la probabilité de choisir un individu dans la population qui corresponde à ça et la proportion d'individus dans la population qui correspondent à ça, c'est-à-dire à ce critère. Par exemple, si dans une population, 30% des personnes ont une caractéristique A, eh bien la probabilité que je tombe sur la caractéristique A en sélectionnant une personne au hasard dans la population est égale à 30%. Il y a une équivalence entre les deux concepts. Donc ici, cette probabilité qui avait été calculée me sert de proportion dans la population, donc proportion d'individus dont le QI est inférieur à 100. Et cette fois-ci, je vais parler d'échantillons de 20 personnes, mais je vais m'intéresser à une proportion dans les échantillons. Donc je parle de distribution d'échantillonnage des proportions. Donc probabilité que sur un groupe de 20 personnes, cette proportion dépasse 50%, eh bien déjà pour avoir une probabilité, il faut avoir une loi. Et la loi des proportions dans les échantillons est celle-ci. Donc je fais mes calculs. Et je trouve que la proportion que je pourrais trouver dans des échantillons de 20 personnes oscille autour de 43,38%, avec un écart type d'environ 11%. Dans cette loi normale, quelle est la probabilité de dépasser 50%, donc de dépasser 0,5? Eh bien, une demande directe me dit 0,2751. Il y a 27,5% de chance que plus de 50% des personnes dans mon échantillon aient un QI inférieur à 100. Un dernier exercice un petit peu plus technique cette fois-ci. Un ascenseur peut supporter une charge de 580 kg. On admet que la masse d'une personne est une variable aléatoire normale avec mu égale 70 kg et un écart type de 16 kg. Donc imaginons que des personnes adultes aient des masses dans une population distribuées de cette façon-là. Et bien en fait, c'est grâce aux techniques d'échantillonnage que l'on arrive à déterminer le nombre maximal de personnes qui vont pouvoir monter dans cet ascenseur, en tenant compte de la variabilité possible des masses des individus pris un par un et choisis au hasard. Quel nombre maximal de personnes devez-vous autoriser si vous voulez que le risque de surcharge ne dépasse pas 1%? Donc on se fixe un seuil de risque et on se pose une question sur une taille d'échantillon. Le seul problème, c'est que l'information que l'on a concerne la masse totale des personnes qui vont monter dans l'ascenseur et non pas, par exemple, la masse moyenne de ces personnes. Or, on sait travailler sur une distribution d'échantillonnage des moyennes et non pas une distribution d'échantillonnage d'une valeur totale. Donc on va voir comment on s'en sort ici. On peut considérer un groupe de n personnes montant dans l'ascenseur comme un échantillon. La moyenne et l'écart type individuel étant donnés, 70 et 16 en kilogrammes, nous pouvons en déduire la distribution des masses moyennes des échantillons de taille n. Effectivement, considérons ça comme un EAS, n, 70 et 16 sur racine de n. Si je veux décrire comment doit se comporter la masse totale des n personnes qui vont monter dans l'ascenseur, pour pouvoir faire cette comparaison avec la masse totale admissible, 580 kg, il faut que j'ai une loi normale pour ma masse totale. Mais en fait, si je connais le comportement de la masse moyenne,
il suffit de remultiplier par le nombre de personnes pour trouver le comportement de la masse totale. Donc je vais remultiplier par n les paramètres de cette loi normale, et j'obtiens les paramètres de la loi normale qui décrit la masse totale de n personnes qui montent dans l'ascenseur. La masse totale se moyenne sur 70 kg fois n, avec un écart type qui vaut 16 sur racine de n fois n, donc après simplification, 16 fois racine de n. Et donc je vais pouvoir, de cette façon-là, répondre à ma question. Je vais, sans faire le graphique ici, hein, dire que en variable normale centrée réduite, la valeur de U qui n'a que 1% de risque d'être dépassée est 2,33. Donc si j'étais en loi normale centrée réduite, il ne faudrait pas que ma variable dépasse la valeur 2,33. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma variable masse totale des n individus dans l'ascenseur? Eh bien je sais très bien quelle est la valeur à ne pas dépasser, 580 kg, avec une moyenne qui vaut 70 n et un écart type qui vaut 16 racine de n. Et donc ma formule de changement de variable qui me dit que U est égal à x moins moyenne sur écart type, elle va s'écrire comme ça dans le cadre de cet exercice. Ça me donne une équation que je peux tenter de résoudre à la main. Et après tout, c'est possible parce qu'après avoir déplacé des éléments et après avoir posé grand N égale racine de petit n, donc ici j'ai grand N au carré au numérateur, je m'aperçois que j'ai un polynôme du second degré dont il faut trouver les racines. Donc je peux y arriver. Ou alors, j'entre cette fraction comme une fonction dans ma calculatrice en faisant évoluer la valeur de petit n, donc ça deviendra la variable x de la fonction dans la calculatrice, et je vois à partir de quelle valeur petit n cette valeur dépasse 2,33 ou ma fonction dépasse 2,33. Et bien en fait, on va très vite arriver à la conclusion que avec petit n égale 6, on a un résultat qui est encore inférieur à 2,33, mais avec petit n égale 7, on a un résultat qui commence à dépasser 2,33. C'est-à-dire que 7 personnes dans l'ascenseur, ça représente un risque de surcharge qui est trop grand, ou en tout cas qui est supérieur à 1%. Alors, si ça peut vous rassurer, on ne calibre pas la résistance d'un ascenseur sur du 1% de risque. Sinon, une fois sur 100, les ascenseurs tomberaient. Donc évidemment, on a des niveaux de risque qui sont beaucoup plus faibles. On ne peut jamais viser le risque zéro, évidemment, mais on peut minimiser les risques à 1 pour 100 000 ou 1 pour 1 million, ce qui, moyennant un entretien régulier de l'ascenseur, est tout à fait acceptable. Et puis on a aussi des systèmes de frein, voilà, on a d'autres sécurités, on n'a pas que le câble qui retient l'ascenseur. Bref, voilà comment on s'y prend, et c'est vrai que c'est une loi normale qui modélise la situation pour déterminer le nombre maximal de personnes montant dans un ascenseur. Voilà, évidemment, encore une fois, tout ça nécessiterait des illustrations, des explications plus approfondies, donc n'hésitez pas, commentez dans cette vidéo, posez des questions. Vous n'avez pas compris tel point de tel exercice, eh bien allez-y, j'attends vos commentaires. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.